Avez-vous déjà remarqué que certains changements ne frappent pas à la porte, mais se révèlent au moment où l'on s'y attend le moins? Imaginez que vous traversez la frontière vers les États-Unis après de longues heures de route, affamé, espérant retrouver cette expérience qui faisait autrefois partie du rituel imaginaire de nombreux voyageurs. S'arrêter dans un restaurant bien connu, commander quelque chose de rapide et se sentir immergé dans une tradition familière. Mais au lieu du réconfort, vient la déception. Les frites sont molles, le hamburger semble avoir perdu la vie avant même d'avoir touché la plaque chauffante, et le sourire du serveur ne se manifeste pas, ou pire, n'a peut-être jamais existé. Est-ce simplement un mauvais jour, ou bien y a-t-il quelque chose de plus profond derrière cela? C'est précisément là que commence une révolution silencieuse, qui a pris de l'ampleur sans que beaucoup ne s'en rendent compte. Ce qui autrefois était perçu comme un incident isolé, une petite contrariété sans importance, s'est transformé en un courant de mécontentement. Des milliers de Canadiens, année après année, ont commencé à raconter les mêmes récits, résonnant à l'unisson. La nourriture ne vaut plus son prix, le service ne justifie plus la visite, et les marques qui furent autrefois des icônes se révèlent fragiles face aux nouvelles attentes. Que se passe-t-il lorsqu'une génération entière, habituée à franchir la frontière pour savourer les promesses d'une autre culture, décide que cela n'en vaut plus la peine? Le premier choc ne se mesure pas uniquement en chiffres. Bien qu'il soit parlant, plus de 150 millions de dollars n'ont pas été dépensés en 12 mois par les touristes canadiens dans les grandes chaînes de restauration aux États-Unis. Mais la question dépasse largement l'économie. Le véritable choc est symbolique. Pendant des décennies, ces enseignes étaient plus que de simples restaurants. Elles incarnaient un mode de vie, des vitrines d'une efficacité supposée et du savoir-faire pour vendre une expérience qui promettait bien plus que des plats, un sentiment d'appartenance. Pourquoi alors ce sentiment se transforme-t-il aujourd'hui en rejet? Peut-être que la réponse réside dans une fracture culturelle devenue impossible à ignorer. Au Canada, la scène gastronomique s'est transformée. Les ingrédients locaux sont valorisés, la traçabilité des produits est devenue la norme. Et les consommateurs ont appris à exiger de la fraîcheur, de la transparence, de l'authenticité. Pendant ce temps, dans de nombreuses villes américaines, les chaînes sont restées figées, répétant des formules qui semblaient immuables, mais qui ont fini par paraître épuisées. Il ne s'agit pas seulement de pommes de terre mal cuites ou de soda trop dilué. Il s'agit d'un modèle qui a perdu son éclat aux yeux de clients devenus plus attentifs. Et une question dérangeante émerge. Ces chaînes américaines ont-elles vraiment cru qu'elles pourraient continuer à servir les mêmes menus en conserve, sans en payer le prix? Lorsqu'un touriste canadien paie 20 $ pour un petit déjeuner qui lui coûterait 13 dans son propre pays, l'équation émotionnelle ne tient plus. L'agacement grandit. Et chaque publication sur un blog, chaque vidéo virale sur TikTok, chaque avis laissé sur une application de voyage devient une étincelle qui alimente le feu du rejet. Ce qui autrefois relevait de la plainte individuelle devient un mouvement collectif. Pourquoi est-ce si important? Parce que ce changement de comportement ne se limite pas à ce que l'on mange. Il redéfinit la manière dont les cultures se rencontrent et se reconnaissent. Lorsque le Canadien traversait la frontière pour fréquenter des chaînes célèbres, l'enjeu dépassait la simple faim. Il s'agissait d'une curiosité, d'une quête de validation, d'un prétendu passage obligé. Aujourd'hui, cette curiosité cède la place à un choix conscient. Ne pas entrer, ne pas consommer, ne pas confirmer. Et chaque « non » est un message clair adressé à des entreprises qui se croyaient intouchables. Que reste-t-il à ces enseignes dans ce contexte? Continuer à marteler des slogans ternis ou admettre honnêtement qu'elles ont perdu la confiance d'un public crucial? Le touriste canadien n'est pas un client ordinaire. Il est un pont entre deux marchés, un regard extérieur qui compare, qui remarque, qui questionne. Et le verdict est limpide. Si autrefois traverser la frontière évoquait l'anticipation d'un plaisir culinaire, aujourd'hui, cela évoque l'appréhension.
Ce récit ne parle pas de chiffres secs dans des rapports trimestriels. Il parle de personnes qui entraient dans un restaurant et en ressortaient déçues. De familles dont les sourires s'effaçaient face à des plats bâclés. De jeunes qui ont décidé de filmer et de partager leurs désillusions, transformant leurs mauvaises expériences en récits largement diffusés sur les réseaux sociaux. Ces répétitions n'ont pas engendré de simples critiques. Elles ont créé une mémoire collective. Et lorsqu'il s'agit de marques, la mémoire collective est ce qui sépare la fidélité de la fuite. Posez-vous cette question. Que se passe-t-il lorsque la confiance bâtie sur plusieurs décennies s'effondre en quelques années? Ces chaînes sauront-elles reconquérir des voyageurs qui ont déjà trouvé chez eux des alternatives plus fraîches, moins chères et plus sincères? Ou bien assistons-nous au début d'un renoncement définitif, d'une rupture montrant qu'aucune marque, aussi puissante soit-elle, n'est à l'abri du regard de ceux qui consomment? La scène est dressée. D'un côté, des enseignes qui s'accrochent à leur logo mondialement connu, tentant de faire croire que rien n'a changé. De l'autre, des consommateurs qui ont appris à comparer, à exiger, à dire non. Et jamais la frontière entre les deux pays n'a semblé si chargée de sens. C'est là que se joue ce combat silencieux, resté dans l'imaginaire collectif ou tombé dans l'oubli. Et une dernière question inévitable se pose. Si les Canadiens désertent ainsi ces enseignes, quelles seront les prochaines à tomber? Quels géants, autrefois jugés invincibles, découvriront que leur enseigne lumineuse ne suffit plus à retenir la fidélité des voyageurs? Ce n'est que la première couche de cette histoire, car derrière chaque enseigne qui perd des clients se cache une révélation plus profonde. Le monde change. Et avec lui, la manière dont nous choisissons où, comment et avec qui partager un repas. Et si, jusqu'à présent, vous pensiez qu'il ne s'agissait que d'un mauvais plat, préparez-vous. Vous découvrirez bientôt que la chute de ces chaînes s'explique autant par la déception que par le poids des décisions qui dépassent largement les limites d'un menu. Imaginez la scène. Un voyageur canadien franchit la frontière, portant avec lui une simple attente, celle d'un petit déjeuner chaleureux ou d'un déjeuner rapide avant de reprendre la route. Dans son imagination, le souvenir est encore vif des jours où s'arrêter dans un dîner américain faisait partie de l'aventure, presque un rituel. Mais en l'an 2025, ce souvenir se dissipe au moment précis où la réalité est servie sur la table. Le plat ne procure aucun plaisir, l'ambiance ne transmet aucun soin, et l'addition, lorsqu'elle arrive, ressemble davantage à une exigence de paiement pour une expérience qui n'a jamais eu lieu. Cette déception, multipliée par des milliers d'histoires similaires, a transformé une habitude transgénérationnelle en un acte de renoncement. La promesse de familiarité a laissé place à la désillusion, et c'est précisément à ce moment que la prise de distance des Canadiens prend une forme définitive. L'exemple le plus criant se manifeste dans ce qui est arrivé au restaurant qui, pendant de longues années, vendait l'idée d'un refuge abordable. La chaîne International House of Pancakes, par exemple, était autrefois un symbole de réconfort. Mais pour les familles qui ont grandi en recherchant une nourriture plus fraîche, moins artificielle et à un prix juste, l'attrait des sirops industriels et des œufs insipides ne fonctionne plus. Un couple d'une cinquantaine d'années, en voiture de Montréal à New York, partage sa déception sur les réseaux sociaux après avoir suivi le même itinéraire pendant des décennies. 26 $ pour une assiette qui ressemble plus à un repas de cantine qu'à un petit déjeuner de voyage. Ces récits trouvent un écho puissant, car ils expriment un sentiment collectif d'une génération entière qui n'est plus prête à tolérer les vieux slogans. Il ne s'agit pas seulement de goût, il s'agit de valeurs. Lorsqu'une chaîne comme Chick-fil-A se retrouve mêlée à des polémiques qui dépassent largement le domaine culinaire, c'est l'image de l'intégrité qui est en jeu. Les Canadiens de tous âges, mais surtout ceux âgés de 30 à 65 ans, ayant grandi dans un pays où l'inclusion est une norme et non une campagne marketing, ne voient plus l'intérêt de dépenser leur argent dans des établissements qui contredisent leurs principes fondamentaux. Beaucoup témoignent qu'ils préfèrent sauter un repas,
même en déplacement professionnel ou lors de séances de shopping, plutôt que de franchir les portes d'un restaurant dont le message heurte leurs convictions. Il ne s'agit pas simplement d'un boycott, c'est une affirmation identitaire, et le poids de cette identité se manifeste jusque dans les moindres détails. Une femme de 48 ans de Toronto écrit dans son journal numérique « Pendant des années, j'ai attendu de pouvoir goûter à cette chaîne de restaurants de poulet dont tout le monde parlait, mais en me mettant dans la file d'attente, j'ai compris que je ne pouvais pas donner mon argent à ceux qui soutiennent des causes, blessant ceux que j'aime. J'ai préféré traverser la rue et manger quelque chose de simple, mais non entaché de cette tache. C'est dans ces détails intimes que se révèle l'ampleur de la rupture. Ce qui pourrait sembler être un simple choix alimentaire devient une déclaration politique et morale. Chaque plat refusé est un message. Chaque chaise vide parle plus fort que n'importe quelle manifestation organisée. Il y a aussi un coup porté au portefeuille. Les familles habituées à surveiller attentivement leur budget en temps d'inflation ne pardonnent pas lorsqu'elles se rendent compte qu'un hamburger dans une chaîne célèbre coûte presque 2 fois plus cher qu'un repas complet à la maison. L'histoire avec Five Guys est devenue emblématique de cet abus. Un père de 55 ans d'Ottawa, habitué à planifier chaque dépense pendant les vacances familiales, a publié un reçu de presque 80 $ pour 3 hamburgers, 2 portions de frites et une boisson gazeuse. La vidéo, où il montre un sac en papier entièrement imbibé de graisse, en le comparant à un repas dans un restaurant canadien local, a accumulé des milliers de vues et des centaines de commentaires indignés. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un portrait de la réalité de la classe moyenne qui refuse désormais de payer plus pour recevoir moins. Ce qui relie tous ces épisodes, ce n'est pas uniquement la mauvaise nourriture ou les prix excessifs, mais un sentiment de trahison. Pendant des années, ces chaînes ont vendu une idée de confiance, de stabilité, de goût uniforme, quel que soit l'endroit. Mais en l'an 2025, cette narration a perdu sa force. L'expérience répétitive ne suffit plus, car le consommateur moderne, surtout le consommateur canadien, recherche l'authenticité. Il veut savoir d'où vient la tomate dans son assiette, comment a été cuit le pain du burger, si le poulet respecte des normes éthiques. Les grandes chaînes n'ont pas saisi ce tournant culturel et elles paient désormais le prix de leur inertie. Ce nouveau tableau soulève une question inévitable. Combien de ces restaurants ont cru qu'il suffisait d'arborer une marque mondiale pour rester pertinent? Combien ont ignoré le signal évident que les exigences ont changé, qu'il ne suffit plus de remplir une assiette de nourriture grasse, mais qu'il faut proposer une expérience qui respecte le consommateur? Et combien, en n'ayant pas compris ce changement, ont signé leur propre condamnation à l'obsolescence? Ces questions traversent les frontières et résonnent à une époque où il n'est plus possible de séparer les choix personnels des contextes plus vastes. Le refus des touristes canadiens vis-à-vis des chaînes de restaurants n'est pas une simple affaire de goût. C'est une partie d'une histoire plus large sur la manière dont les peuples réagissent face à des systèmes qui continuent de les considérer comme des chiffres. C'est aussi un miroir de processus présents dans d'autres domaines, politique, économie, culture. Car si nous ne tolérons plus ce que l'on nous impose dans notre assiette sans réflexion, pourquoi devrions-nous l'accepter dans la manière dont nous sommes gouvernés? Et ici s'ouvre un lien direct avec une autre facette de cette histoire. Lorsque l'on observe comment les grandes chaînes de restauration ont ignoré les signes évidents de changement et perdu la confiance de générations entières, on est obligé de réfléchir aux dirigeants qui font exactement la même chose à l'échelle mondiale. Les présidents qui s'accrochent à de vieilles formules, à des discours répétitifs, à des stratégies qui ne convainquent plus. Comprendre les traits de figure comme Donald Trump et Xi Jinping depuis leur jeunesse, réfléchir à leurs obsessions, contradictions et stratégies dès leurs premiers pas, voilà qui est aussi crucial que d'analyser la chute des chaînes de restauration. C'est seulement ainsi que l'on peut percevoir le fil qui relie les petits choix personnels aux immenses mécanismes de la scène géopolitique contemporaine.
C'est précisément cet objectif que poursuit le e-book spécial consacré aux biographies des présidents qui ont façonné le monde moderne. Un outil pédagogique, révélateur et précieux pour ceux qui veulent interpréter le présent à la lumière du passé. Le lien est disponible dans le commentaire épinglé. Alors, si cette réflexion a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo dès maintenant. Chacun de vos gestes renforce cet espace d'analyse et maintient vivante la possibilité de continuer, ensemble, à révéler les vérités cachées derrière les grands titres. Il est des moments où une mauvaise expérience devient si marquante qu'elle cesse d'être un simple souvenir désagréable pour se transformer en symbole de quelque chose de plus vaste. Lorsqu'un voyageur traverse la frontière à la recherche d'un repas et en ressort avec le sentiment d'avoir été dupé, ce souvenir ne disparaît pas facilement. Il revient sous forme d'avertissement chaque fois que l'occasion de reprendre la même route se présente. Et lorsque des milliers de personnes partagent des souvenirs similaires, la répétition de ces épisodes devient une conviction collective. Certaines portes ne méritent plus d'être ouvertes. Au centre de ce mouvement se trouvent des restaurants qui semblaient autrefois inébranlables. Pendant des décennies, des chaînes entières ont reposé sur l'idée de tradition, sur le réconfort des menus fixes, sur un marketing promettant la sécurité alimentaire. Mais en 2025, cette solidité s'est transformée en fragilité. Ce qui était jadis vendu comme une certitude est désormais perçu comme une rigidité figée. La promesse du « toujours pareil » a cessé d'être un avantage pour devenir un signe d'absence de vision. Car qui veut revivre des saveurs et des ambiances qui paraissent usées, dépassées, déconnectées de la réalité actuelle? Cette lassitude transparaît dans les récits de famille qui autrefois trouvaient du plaisir autour de plats de pâtes nappés de sauces industrielles ou de viande sans fraîcheur. Une mère de 62 ans qui emmenait ses jeunes enfants dans ses restaurants le long des routes fréquentées raconte que, revenue avec ses petits-enfants dans l'un de ces lieux, elle a eu l'impression d'entrer dans un espace figé dans le temps, incapable d'évoluer avec le monde. Le choc fut autant culinaire qu'émotionnel. Elle comprit que l'endroit où se logeaient ses bons souvenirs n'était plus qu'un décor d'indifférence. Comment faire confiance à une marque incapable de préserver ce qui faisait son sens? De telles prises de conscience se répètent à travers toutes les tranches d'âge. Des hommes et femmes de 40 ou 50 ans, élevés au rythme de publicité, vantant des tables abondantes et des slogans sur la convivialité, décrivent aujourd'hui le malaise de s'asseoir sur des chaises dures, de regarder autour d'eux et de se sentir les figurants d'un spectacle sans public. Il n'y a plus de musique capable de combler le vide de la salle, ni de plats pouvant effacer le goût de la déception. Alors, une question surgit. Ces entreprises pensaient-elles réellement que l'attachement au passé suffirait à construire l'avenir? La réponse résonne dans le silence des tables autrefois pleines. Les chaînes qui bâtissaient de leur réputation sur le fait d'être comme une famille se retrouvent aujourd'hui face à une réalité où les familles préfèrent explorer d'autres horizons. Une génération nouvelle a grandi en valorisant l'authenticité, en découvrant les restaurants locaux, les petits producteurs et les menus qui racontent une histoire. Comment rivaliser avec cela en proposant des plats surgelés et des décors qui évoquent un album photo fané? Le monde a avancé, mais certaines enseignes ont choisi de rester immobiles. Et lorsque l'immobilisme devient stratégie, la chute ne s'étire pas sur des années, elle devient visible, année après année, à travers chaque point de vente fermé. Ce qui est encore plus frappant, c'est que ce phénomène ne se limite pas aux grandes villes ou aux pôles touristiques. Il s'étend jusqu'aux modestes haltes au bord des autoroutes, où l'on voyait autrefois les parkings pleins de plaques canadiennes. Aujourd'hui, bon nombre de ces stationnements sont à moitié vides, et les rares clients qui franchissent encore la porte décrivent une expérience sans éclat. L'atmosphère, autrefois associée à l'aventure du voyage, ressemble désormais à une routine bureaucratique sans âme. Comment préserver la magie de la route si même la nourriture devient une source de désillusion? Le contraste est d'autant plus criant lorsqu'on observe ce qui fleurit en parallèle.
Tandis que les géants stagnent dans des schémas répétitifs, les cafés indépendants, les petits bars familiaux et les restaurants à idées créatives se multiplient. Un exemple concret nous vient d'une ville frontalière proche de Détroit, où des Canadiens, qui fréquentaient autrefois les grandes chaînes, font maintenant la queue devant un petit bistrot servant des plats préparés avec des produits locaux. Là-bas, l'attente n'est pas un fardeau, mais une partie de l'expérience. Pourquoi payer cher pour un repas sans âme, quand on peut se sentir partie prenante d'une histoire vivante, tissée de visages familiers et de goûts frais? Peut-être que la clé se trouve dans la manière dont la confiance se construit. Pendant des décennies, les grandes chaînes ont entretenu le récit selon lequel on pouvait leur faire confiance, parce qu'elles ne changeaient jamais. Aujourd'hui, cette confiance naît précisément du contraire, de la capacité à se renouveler, à montrer ses failles, à répondre aux critiques par de vrais changements. Et c'est là que se loge la plus grande contradiction pour les géants. En refusant d'évoluer, ils pensaient préserver leur essence, mais en restant figés, ils ont perdu ce qui leur donnait leur valeur. Comment expliquer cette cécité au sein de sociétés dotées de ressources, d'analyses et de données capables de comprendre ce qui se passe? La question devient encore plus brûlante quand on écoute les témoignages de ceux qui vivent cette transformation de l'intérieur. Un ancien employé d'une chaîne emblématique a confié qu'en 2025, les formations répétaient encore les mêmes manuels qu'il y a 20 ans. Pendant ce temps, les clients arrivent avec des attentes façonnées par un monde en mouvement perpétuel. Le retard n'est pas seulement gastronomique, mais aussi structurel. Comment espérer des résultats différents si les mentalités dirigeantes sont restées figées dans le passé? Il y a aussi une dimension émotionnelle qui s'infiltre dans chaque visite décevante. Des personnes entre 30 et 65 ans, qui voyagent souvent à la recherche d'échos de leur jeunesse, trouvent tout l'inverse. Une image de ce qui a mal vieilli. Au lieu du réconfort, de l'irritation, à la place de la joie, un sentiment de perte. Combien de fois vous êtes-vous assis devant une assiette en ressentant non pas le goût fade, mais la douleur de ce qui autrefois vous comblait? Ce vide, une fois partagé, devient un éloignement collectif. Et pourtant, c'est précisément à ce moment qu'un basculement de perception se produit. Si tant de chaînes, autrefois incontournables, sont aujourd'hui rejetées par les voyageurs canadiens, n'est-ce pas l'occasion de se demander ce que nous cherchons vraiment lorsque nous allons manger à l'extérieur? Recherchons-nous seulement un plat, ou bien la confirmation de la manière dont nous voulons vivre, des valeurs que nous souhaitons incarner, du monde que nous choisissons de valider dans chaque détail? Cette question est peut-être la plus dérangeante, car elle déplace le problème des entreprises vers chaque individu. Il ne s'agit plus seulement des marques qui ont échoué, mais des consommateurs qui ont grandi. Il ne suffit plus de nourrir le ventre, il faut nourrir aussi l'esprit. C'est là que le refus des Canadiens cesse d'être un simple boycott économique pour devenir un geste culturel. Un geste qui proclame haut et fort « Nous n'acceptons plus les expériences vides de sens, ni les marques qui ne nous regardent plus dans les yeux ». Et si c'est bien le chemin, quelles seront les prochaines pages de cette transformation? Quels autres secteurs, au-delà des restaurants, devront affronter les mêmes remises en question? Peut-être que l'enjeu dépasse le fast-food ou les voyages. Peut-être que cela concerne tout ce qui promettait du confort, mais a cessé de donner du sens. Et peut-être que la réponse ne se trouve pas uniquement dans les statistiques des chutes, mais dans les petits choix quotidiens que chacun fait en décidant où investir son temps, son argent et sa mémoire. Voilà la véritable force de ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un refus d'un menu dépassé, c'est l'affirmation que notre rapport au monde a changé. Et lorsque toute une génération commence à écrire son histoire à partir de cette conscience, aucune enseigne lumineuse ne peut arrêter la marche silencieuse de ceux qui ont compris que la vie est trop courte pour des repas sans vérité. Avez-vous déjà ressenti ce mélange étrange d'attente et de doute en entrant dans un endroit qui semblait porter en lui une promesse? La porte s'ouvre, le parfum devrait vous envelopper, mais quelque chose dans l'air trahit que le charme s'est dissipé.
C'est exactement ainsi que de nombreux Canadiens décrivent leur nouvelle relation avec les restaurants qui, autrefois, faisaient partie intégrante du paysage lors des voyages sur les routes nord-américaines. Ce n'est pas seulement le goût qui déçoit, mais l'atmosphère tout entière, comme si chaque détail murmurait que le temps avait passé sans que personne à l'intérieur ne s'en aperçoive. C'est un peu comme marcher sur une scène où le rideau est encore levé, mais où les acteurs ne savent plus quoi jouer. Comment continuer à applaudir un spectacle qui a oublié son propre scénario? Ce sentiment se multiplie dans les chaînes ayant misé sur la monotonie comme si elle était une vertu. De nombreux voyageurs racontent que, en s'asseyant à table, ils regardent autour d'eux et voient des meubles usés, des couleurs qui n'évoquent rien, des menus aussi longs que répétitifs. Une impression presque physique de fatigue, comme si chaque plat portait le poids d'une routine sans âme. Et cette perception devient encore plus lourde pour ceux qui gardent en mémoire une autre époque, où aller dans un restaurant renommé était une véritable fête. Aujourd'hui, ce qui devait être hospitalité devient vide. N'ont-ils pas compris que ce que les gens recherchent avant tout dans un repas, ce n'est pas seulement de calmer leur faim, mais de donner du sens? Les récits personnels révèlent ce glissement. Un homme de 58 ans, habitué à emmener sa famille déjeuner lors de sorties shopping, a raconté le moment où il a compris que tout avait perdu son sens. Le plat qui autrefois l'enchantait lui a paru être une version bon marché de lui-même, servi sans soin, sans chaleur. Il raconte que, en regardant ses petits-enfants, il a compris qu'il ne voulait pas qu'ils grandissent en associant les voyages à des expériences ternes, à des repas sans mémoire. Le refus a commencé là, dans la décision intime de ne jamais y retourner. Combien de décisions silencieuses de ce type se prennent en même temps, se multipliant jusqu'à devenir une vague de fond? À chaque nouveau témoignage, il devient clair que ce n'est pas seulement l'estomac qui réagit, mais aussi la conscience. Certains affirment que les plats sont mauvais non seulement par leur goût, mais parce qu'ils symbolisent une forme de consommation dépassée, incapable de dialoguer avec un public avide d'authenticité. Et c'est là que naît une contradiction. Comment une marque qui se présentait depuis des années comme faisant partie de la famille peut-elle aujourd'hui sembler étrangère? N'est-il pas curieux de penser que ces mêmes slogans, autrefois touchants, résonnent désormais comme des caricatures? Pendant ce temps, sur différents forums et dans les groupes de voyageurs, les conversations se répètent sur un ton presque d'avertissement. N'y allez pas, cela n'en vaut pas la peine. Ce ne sont pas des critiques isolées, mais de véritables chaînes de personnes se prévenant mutuellement d'éviter certaines adresses. Le partage d'expériences est devenu un réseau de résistance, comme si chaque commentaire était une manière de protéger le prochain d'une même erreur. Et chaque fois que quelqu'un décide de ne pas entrer, la marque perd plus que de l'argent. Elle perd une place symbolique bâtie sur des décennies. Y a-t-il un retour possible lorsque la confiance est rompue de cette manière? Ce déplacement met aussi en lumière un détail souvent négligé. La précipitation du quotidien moderne ne tolère plus les excuses. Un plat mal préparé en 2025 n'est pas simplement un mauvais repas, c'est du temps volé à quelqu'un qui sent déjà le poids des jours accélérés. Le client ne veut pas payer cher pour repartir avec le sentiment d'avoir perdu son temps. Il veut un repas qui honore sa pause, qui respecte son attente, qui donne du sens à l'argent dépensé. Et quand cela ne se produit pas, il ne reste qu'une décision: ne pas revenir. Les chaînes, enfermées dans des formules toutes faites, auraient-elles oublié d'écouter ce que la vie moderne réclame vraiment? Les témoignages ne manquent pas pour confirmer cette rupture. Une enseignante retraitée de 61 ans a décrit sa déception lorsqu'elle a invité des amis dans un restaurant qui, autrefois, symbolisait la fête. Des chaises inconfortables, un service lent et une nourriture sans saveur ont transformé la rencontre en déception collective. De retour chez elles, elles ont toutes dit la même chose: plus jamais. Ce n'est pas seulement un restaurant qui est perdu. C'est une tradition rompue, une habitude brisée, qui aurait pu durer des générations, mais qui s'est effondrée parce que quelqu'un a cessé de prendre soin de l'essentiel.
Et pendant que ces grandes chaînes s'enlisent dans leur répétition, le contraste devient impossible à ignorer. Dans ces mêmes villes où les salles des enseignes célèbres se vident, les petits restaurants locaux sont pleins. Là, le client sent qu'il y a de la vérité dans ce qui est servi. Il sent que le plat porte l'effort de celui qui cuisine, l'attention de celui qui sert, l'histoire de celui qui sème et récolte. Et c'est peut-être là que réside le vrai tournant. Comprendre que le consommateur moderne cherche non seulement à se nourrir, mais à se relier. Les marques auraient-elles compris trop tard que l'authenticité ne se fabrique pas en laboratoire marketing? Petit à petit, la frontière physique entre les deux pays devient aussi une frontière de choix. D'un côté, des entreprises qui s'obstinent à répéter des formules mortes. De l'autre, des voyageurs qui refusent de consacrer leur énergie à des expériences dénuées de sens. Et chaque kilomètre parcouru porte une décision. Où vais-je m'arrêter? Où vais-je investir mon temps? Où vais-je conserver mes souvenirs? En réalité, il ne s'agit pas d'un restaurant, mais de ce qu'il représente dans notre trajectoire. Et la question qui se pose maintenant est la suivante. Ces géants du passé auront-ils le courage de se réinventer, ou vont-ils rester là à observer en silence pendant que le public écrit leur verdict? Peut-être que la réponse est déjà inscrite dans les salles vides, dans les assiettes revenues pleines en cuisine, dans les parkings où les plaques canadiennes ont disparu. Le monde n'attend pas. Le consommateur n'attend pas. Et pendant qu'ils hésitent, chaque voyageur continue d'avancer, à la recherche de nouveaux lieux où le simple fait de s'asseoir à table peut encore être une source de joie. Sur les routes et dans les villes frontalières, il se passe quelque chose de curieux. L'absence est devenue plus expressive que la présence. Là où autrefois on voyait des files de touristes canadiens attendant une table dans des restaurants en chaîne nord-américains, aujourd'hui, des chaises vides et des serveurs se déplacent lentement de table en table, comme s'ils tentèrent de cacher la disparition du mouvement. Ce vide n'est pas seulement un constat économique, c'est un récit social qui se déroule en ce moment même. Le silence dans des salles qui vibraient autrefois des voix et du tintement des couverts pèse comme un jugement. Les gens ont décidé de partir. Mais qu'est-ce qui a conduit à ce choix collectif qui touche des générations entières? Les chiffres qui émergent sont surprenants. Dans des rapports récents, des analystes de marché ont constaté que certaines chaînes ont perdu plus d'un tiers de leur clientèle canadienne en seulement 2 ans. Il ne s'agit pas d'un déclin progressif, mais d'un effondrement soudain. Ces données reflètent non seulement un changement d'habitude, mais aussi une reconstruction culturelle qui redéfinit ce que signifie voyager, dépenser et interagir avec les symboles de consommation. Et ici, il convient de marquer une pause. S'agit-il seulement de nourriture? Ou assistons-nous à la fin d'une époque où les marques globales dictaient seules ce qui devait être désirable? Les histoires personnelles donnent un visage à ces chiffres. Un groupe d'amis de Winnipeg a raconté dans une interview qu'ils avaient décidé de remplacer leur visite annuelle dans un célèbre bar-restaurant par un petit pub artisanal dans une ville voisine. La raison n'était pas seulement le prix, mais le sentiment d'authenticité. Bière locale, serveurs qui se souvenaient des clients par leur nom, plats préparés avec des ingrédients frais et de saison. Ils ont dit quelque chose de remarquable. Ici, nous avons le sentiment de faire partie de quelque chose, et non de simplement nourrir une machine. Cette phrase résume le sentiment partagé par beaucoup. Lorsque le repas devient une simple transaction, son sens se perd. Mais il existe aussi des histoires de déception qui servent d'avertissement. Un couple d'Ottawa parti pour des achats de Noël a décidé de s'arrêter dans une chaîne italienne traditionnelle. Ils espéraient un moment de repos après de longues heures sur la route, mais ont reçu des plats servis à la hâte, une ambiance bruyante et une addition qui semblait disproportionnée par rapport à l'expérience vécue. Ils sont retournés dans leur voiture en silence, avec le sentiment que le rituel avait perdu sa valeur. Cette rupture des attentes ne peut pas être réparée par la publicité ou les promotions. Lorsque la confiance est brisée, le retour est rare. Et ici se pose une question troublante.
Combien de restaurants comprennent que l'absence des Canadiens n'est pas un détail, mais le symptôme d'un futur déjà là? Parmi les éléments les plus fascinants de cette transformation se trouve le pouvoir des réseaux sociaux. De courtes vidéos montrant des plats mal servis ou des additions excessives ont plus d'impact que des campagnes marketing de plusieurs millions. Un influenceur de Toronto a filmé la différence entre un hamburger acheté dans une chaîne nord-américaine et un autre dans un restaurant artisanal canadien. La comparaison est devenue virale, car il ne s'agissait pas seulement du goût, mais de la dignité. Les images parlaient d'elles-mêmes. D'un côté, un burger fade et cher, de l'autre, un plat vibrant, préparé avec soin. Le public n'a pas eu besoin de mots pour comprendre le message. Combien de dirigeants de grandes chaînes sont prêts à affronter ce changement lorsque le récit ne leur appartient plus? Ce pouvoir du consommateur à raconter sa propre histoire révèle quelque chose de plus profond. Nous assistons à un déplacement de l'autorité. Pendant des décennies, les chaînes dictaient ce qui était standard et acceptable. Aujourd'hui, chaque client a une caméra dans sa poche et une voix dans les communautés numériques qui traversent les frontières. Le jugement se fait instantanément, collectivement, et il est difficile de revenir en arrière. Et ce qui est surprenant, c'est de réaliser comment cela résonne dans d'autres secteurs. Si nous ne tolérons plus une nourriture sans soin, pourquoi accepterions-nous la politique sans cohérence? Si nous rejetons des plats qui ne respectent pas leurs promesses, ne rejetons-nous pas également des leaders et des institutions qui reposent sur de vaines paroles? Cette parallèle ouvre la voie à une réflexion encore plus provocatrice. Le refus de certaines marques n'est pas seulement gastronomique, il est symbolique. Il montre que les personnes, notamment celles âgées de 30 à 65 ans, ne sont plus prêtes à donner leur confiance sans question. Cette génération, marquée par les cicatrices économiques, confrontée au bouleversement du marché du travail et témoin de promesses transformées en déceptions par la mondialisation, affirme que lorsqu'elle refuse de dépenser dans des restaurants qui ne respectent pas ses attentes, elle ne consent plus à être un simple chiffre, quel que soit le domaine. Ce n'est pas qu'une question de consommation, c'est une prise de conscience sociale, et cette conscience est directement liée à la scène mondiale. Tout comme les chaînes alimentaires ont perdu de leur pertinence en ignorant les changements culturels, les dirigeants politiques font face à des crises similaires lorsqu'ils ne lisent pas les signes du temps. Comprendre comment se sont formées des figures comme Donald Trump et Xi Jinping, quelles obsessions les ont animés dès leur jeunesse, et comment leurs stratégies se manifestent aujourd'hui à l'échelle mondiale, est la clé pour saisir pourquoi le monde de 2025 semble si instable. Un e-book exclusif avec des biographies approfondies de ces présidents offre justement cet éclairage. Un regard sur leur jeunesse qui révèle des traits aujourd'hui perceptibles dans leurs décisions mondiales. Le lien est disponible dans le commentaire épinglé. Si ce contenu vous a semblé pertinent, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne, mettre un j'aime à cette vidéo et partager vos réflexions dans les commentaires. Chaque geste renforce cette communauté et nous permet d'approfondir encore davantage les analyses, en reliant ce que nous vivons au quotidien aux grands mécanismes qui gouvernent le monde. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans un restaurant et avant même de vous asseoir, senti que quelque chose clochait? Il ne s'agit pas d'un plat mal préparé ni d'un serveur distrait, mais de cette sensation immédiate que l'endroit tout entier a perdu son éclat. La lumière semble plus terne, l'odeur qui devrait ouvrir l'appétit est remplacée par une atmosphère lourde, et les conversations qui remplissaient jadis la salle se sont transformées en un silence gênant. C'est comme si le lieu avait oublié comment respirer. Cette expérience, vécue par de nombreux voyageurs ces dernières années, est devenue un signal clair. Les anciennes certitudes de la consommation se sont effondrées. Mais que signifie réellement ce vide? Est-ce simplement l'effondrement de chaînes de restauration ou assistons-nous à l'écho amplifié de quelque chose de bien plus profond? À mesure que les témoignages s'accumulent, il devient évident que le problème ne réside pas uniquement dans la cuisine ou dans des prix mal calibrés. Il y a une crise de sens.
Lorsqu'un touriste canadien parcourt des centaines de kilomètres pour manger à l'extérieur et découvre des tables sales, des menus sans inspiration et un personnel qui agit comme les rouages fatigués d'un mécanisme usé, ce qui meurt là n'est pas simplement l'appétit, mais la confiance dans tout un modèle d'expérience. Et cette fracture ne se répare pas avec des publicités colorées ou des slogans nostalgiques. Comment reconstruire un lien lorsque le souvenir le plus fort qu'une personne emporte avec elle est celui d'avoir perdu son temps? Le consommateur d'aujourd'hui n'accepte plus la logique du « avale et tais-toi ». Il questionne, compare, documente. Chaque visite est capturée en photo, en vidéo, en texte partagé sur les communautés numériques, créant une mémoire collective indélébile. Un seul repas décevant devient une preuve que quelque chose ne tourne pas rond, une preuve multipliée sur des milliers d'écrans. C'est un tribunal public dans lequel aucune défense apprise par cœur ne tient. Et face à ce tribunal, les grandes chaînes apparaissent de plus en plus fragiles. Ont-elles compris la gravité d'un monde où chaque client a le pouvoir de démolir une réputation en quelques secondes de vidéo? Ce tableau révèle une contradiction douloureuse. Pendant des décennies, les entreprises ont investi des milliards dans la standardisation, croyant que la répétition apportait la sécurité. Aujourd'hui, cette même répétition est perçue comme de la paresse. Le plat identique servi partout n'évoque plus le confort, mais l'indifférence. Ce qui était autrefois présenté comme une garantie devient synonyme de manque d'imagination. Comment convaincre quelqu'un de payer cher pour un repas qui semble sorti d'une chaîne de production? Des témoignages récents illustrent ce fossé. Un homme de 52 ans, en voyage avec sa femme, a décrit l'inconfort d'avoir attendu 40 minutes pour un plat arrivé froid et sans goût. Mais il ne s'est pas plaint que de la nourriture. Il s'est plaint de s'être senti réduit à un simple numéro. Il raconte qu'en regardant autour de lui, il a vu des dizaines de personnes dans la même situation, assises à des tables identiques, attendant des plats identiques, avec des expressions identiques de frustration. C'était comme être dans une chaîne de montage émotionnel, a-t-il écrit dans une publication qui a circulé parmi des milliers d'utilisateurs. Comment espérer la fidélité quand le client se sent traité comme une pièce remplaçable? Ce qui est encore plus troublant, c'est de constater que cette sensation déborde du cadre du repas. De plus en plus de voyageurs associent le déclin des restaurants à une métaphore plus vaste, celle de tout ce qui a perdu son authenticité dans la vie moderne. Le repas sans âme devient le miroir du travail sans sens, des relations superficielles, des promesses politiques non tenues. Et lorsque cette association est faite, son impact dépasse les murs du restaurant. Il s'installe dans notre manière d'interpréter le monde. Si nous refusons les assiettes vides de vérité, pourquoi accepterions-nous les discours vides? Si nous rejetons les lieux qui nous traitent comme des masses anonymes, pourquoi continuer à tolérer les systèmes qui font exactement la même chose? Ce changement est d'autant plus perceptible dans les nouvelles habitudes des voyageurs. Plutôt que de se diriger vers les enseignes lumineuses, de plus en plus de personnes préfèrent suivre les conseils de proches, explorer les avis indépendants, risquer une découverte dans un petit établissement. Le risque d'être déçu existe, certes, mais le plaisir de bien tomber est infiniment plus fort, car il offre le sentiment d'avoir découvert quelque chose d'unique, d'avoir vécu une expérience non reproductible. N'est-ce pas cela que nous cherchons en voyageant? Ressentir que nous vivons quelque chose de singulier et non simplement revivre des copies d'expériences partagées par des millions d'autres? Mais cette dynamique implique aussi une exigence plus forte. L'authenticité n'a jamais été aussi scrutée. Les petits établissements doivent faire face à des attentes immenses, car le public ne tolère plus les faux-semblants. Pourtant, ces lieux modestes semblent avoir mieux compris ce pacte invisible qui régit toute expérience. Le client ne cherche pas la perfection, il cherche la présence. Il attend des signes d'attention, d'écoute, d'humanité. Et c'est justement cela que les géants, malgré toute leur infrastructure, semblent avoir oublié. Comment une entreprise dotée de milliers d'unités peut-elle échouer à ce qui devrait être le plus simple, traiter chaque personne qui franchit la porte comme un être humain?
Certains affirment que nous sommes à l'aube d'un basculement culturel aussi profond que les grandes révolutions industrielles ou technologiques. Autrefois, la production de masse était synonyme de progrès. Aujourd'hui, la valeur se trouve dans le détail, l'artisanal, l'irréplicable. La société s'est lassée des copies. Et les restaurants ne sont qu'un des nombreux théâtres de cette transformation. La manière dont nous mangeons est aussi la manière dont nous nous regardons nous-mêmes. Si nous acceptons la superficialité dans l'assiette, nous finirons par l'accepter dans l'existence. Mais si nous exigeons du sens, même dans le plat le plus simple, alors nous ouvrons la voie à une exigence de sens dans toutes les sphères de la vie. Cette exigence se manifeste tout particulièrement parmi les générations âgées de 30 à 65 ans, qui portent à la fois la mémoire du passé et les attentes de l'avenir. Ce sont des personnes qui se souviennent d'une époque où s'arrêter dans une chaîne internationale était un symbole de statut et d'aventure. Mais aujourd'hui, elles constatent que ce statut a perdu toute valeur. En comparant le passé au présent, ces générations ressentent une lucidité douloureuse. Ce qui semblait horizon s'avère aujourd'hui être un mur. Et face à ce mur, elles ont choisi de bâtir des issues alternatives. N'est-il pas saisissant de constater que ceux qui ont été fidèles pendant des décennies sont désormais à l'avant-garde de l'abandon? Au fond, cette histoire ne parle pas seulement d'entreprises qui échouent. Elle parle d'un monde qui a appris à dire non. Le refus est devenu une forme de langage. Chaque plat retourné, chaque table vide, chaque critique publiée est un acte de résistance. Une manière de dire que nous n'acceptons plus moins que ce que nous méritons. Et cela pose une nouvelle tension. Comment les entreprises réagiront-elles? Se réinventeront-elles sincèrement ou se contenteront-elles de repeindre les murs décrépits d'un modèle épuisé? Ce qui est en jeu, ce n'est pas simplement la survie de quelques chaînes célèbres, c'est notre manière d'exercer nos choix. Chaque fois que quelqu'un choisit un petit établissement au lieu d'un logo clinquant, il fait bien plus qu'un choix gastronomique. Il choisit le monde qu'il souhaite nourrir. Et peut-être est-ce là la question la plus urgente. Quel monde vos choix sont-ils en train de nourrir? Cette tension grandit à chaque kilomètre parcouru par ces voyageurs qui refusent de répéter des expériences sans âme. Elle grandit dans chaque conversation de famille, dans chaque forum de voyageurs, dans chaque publication qui dénonce le vide des géants d'antan. Elle enfle jusqu'à devenir impossible à ignorer. Et lorsque le bruit de l'abandon devient plus fort que n'importe quelle publicité, aucun marketing ne peut le faire taire. L'avenir, au fond, ne sera pas bâti par ceux qui servent des plats morts, mais par ceux qui auront le courage de ramener le goût de la vérité à la table. Tout a une limite, même la fidélité silencieuse des Canadiens envers les rituels qui ont marqué des décennies de traversées frontalières à la recherche de repas rapides, accessibles et prévisibles. Mais quelque chose a changé, et ce ne fut pas soudain. C'était comme une fissure, d'abord infime, presque invisible, qui s'est propagée peu à peu dans les fondations d'une culture. Le rejet des chaînes alimentaires nord-américaines ne vient pas de nulle part. Il est le fruit accumulé de frustrations, de valeurs trahies et d'une nouvelle conscience collective qui a appris à dire non, même à ce qui semblait autrefois immuable. Cette transformation ne parle pas seulement de nourriture. Elle parle d'identité, d'un peuple qui, au fil des ans, a été traité comme un client captif, comme si le simple fait de garder les portes ouvertes suffisait à garantir que les Canadiens continueraient de consommer des expériences préfabriquées, des plats génériques et des récits recyclés. Mais l'année 2025 a prouvé que ce n'est plus le cas. Les choix de consommation portent désormais un poids éthique, émotionnel et même géopolitique. Le goût est devenu un langage, et le refus, une forme de protestation silencieuse. Ce que nous avons vu tout au long de ce récit va bien au-delà d'une liste de chaînes en déclin. Nous avons assisté à l'effondrement d'un modèle fondé sur la répétition, l'artificialité et la croyance dépassée, selon laquelle la tradition aurait plus de valeur que l'adaptation. McDonald's, Red Lobster, Subway, Olive Garden, chaque nom raconte une histoire de promesses rompues. Mais plus encore,
Il révèle la fin d'une époque où le simple symbole suffisait à inspirer la confiance. Aujourd'hui, les symboles sont remis en question. Et lorsque les yeux s'ouvrent, même une arche dorée ne peut plus aveugler. Il y a, derrière ces choix, un sentiment profond de désillusion. Car on ne rompt pas si facilement avec ce qui a fait partie de l'enfance, des voyages en famille, des déjeuners spontanés entre amis. Mais quand le souvenir commence à faire mal, quand le goût du passé devient une amertume dans le présent, alors le lien se brise. Et ce qui surgit à sa place n'est pas simplement un nouveau restaurant, c'est une nouvelle manière de penser la valeur. Une valeur comprise comme authenticité, comme respect du client, comme expérience qui nourrit l'être, pas seulement l'estomac. Ce changement reflète également quelque chose de plus vaste, une crise dans la manière même dont les États-Unis communiquent avec le monde. Pendant longtemps, ils n'ont pas seulement exporté des produits, mais aussi un style de vie. Les restaurants sont devenus des ambassades culturelles, vendant le rêve américain en portions standardisées. Mais aujourd'hui, ce rêve semble avoir perdu sa saveur. Le Canada, avec son accent croissant sur la durabilité, la qualité locale et l'inclusion, est devenu le miroir qui révèle le vieillissement des modèles que l'on croyait éternels. Et c'est peut-être là le point le plus essentiel. Le rejet n'est pas seulement économique, il est symbolique. En cessant de fréquenter ces chaînes, les Canadiens envoient un message. Ils affirment qu'ils ne veulent plus payer cher pour moins, qu'ils ne veulent plus être traités comme des numéros, qu'ils ne veulent plus d'une nostalgie qui ignore les exigences du présent. Et ils sont prêts à changer leurs habitudes, leurs routes, leurs destinations pour le prouver. Mais comme dans toute transformation, la fin d'une époque est aussi la naissance d'une autre. Et cette nouvelle phase reste à écrire. Il y a de la place pour les marques qui veulent écouter, évoluer et se reconnecter avec ce qui compte vraiment. Il ne suffit plus d'être connu, il faut être pertinent. Il ne suffit plus d'être présent, il faut avoir une raison d'être. Et c'est peut-être cela le plus grand héritage de ce boycott silencieux. Obliger le marché à réapprendre la valeur de chaque repas. Dans ce contexte de crise et de reconstruction, il devient évident que ce qui se joue dans les salles de fast-food résonne avec des décisions bien plus vastes. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'avenir de la consommation, mais la manière dont les nations transmettent leurs valeurs. Et ici, une réflexion s'impose. Pour comprendre le présent, il faut regarder de près ceux qui façonnent la scène mondiale. C'est pourquoi, dans ces derniers paragraphes, je vous invite à découvrir l'e-book exclusif consacré aux biographies des présidents qui influencent directement les dynamiques du monde contemporain comme Donald Trump et Xi Jinping. Plus que des figures politiques, ils sont les personnages centraux d'un récit qui traverse les frontières, influence les marchés et façonne jusqu'à nos décisions personnelles, comme le simple fait de choisir où manger. Comprendre leurs origines, leurs ambitions et les coulisses de leurs décisions est essentiel pour déchiffrer le monde dans lequel nous tentons d'évoluer. Cet e-book est disponible dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer pour plonger dans une lecture transformatrice. Si cette réflexion vous a touché d'une manière ou d'une autre, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo et surtout à partager votre avis dans les commentaires. Votre voix compte. Votre expérience peut aider d'autres personnes à voir ce qui reste encore invisible pour beaucoup. Merci d'être resté jusqu'ici. Votre temps, votre écoute et votre réflexion sont ce qui donne tout son sens à cette chaîne. On se retrouve très bientôt pour un prochain contenu qui promet d'aller encore plus loin dans ce voyage entre économie, comportement et coulisses du pouvoir. À très bientôt.